Bonsoir, c'est la liesse ce soir sur les Champs-Élysées. Les drapeaux rouges et or flottent comme des étendards. Les klaxons ont remplacé les vuvuzela. Après cette demi-finale très serrée, je vous propose de revenir à une ambiance plus feutrée puisque la nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 2h. Une nuit faite de confidences, une nuit où nous allons vagabonder au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Vous serez accueillis au 39-21 par Assiba Eteo sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui a repris les commandes de l'émission. Et bien entendu, à tout moment, vous pouvez intervenir à ce même numéro si vous souhaitez parler avec un auditeur. Vous pouvez également nous écrire sur le site www.europe1.fr. Vous allez sur se connecter et là vous cliquez sur Caroline Dublanche. Vous pouvez également nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Benji. Bonsoir Benji. Bonsoir. Bonsoir. Alors les vacances approchent pour vous? Et les vacances? Non. Alors en fait elles sont terminées et c'est pour ça que je vous appelle pour faire en fait... Elles sont terminées, ah bon, moi je pensais que c'était, vous voyez sur ma fiche on me disait que c'était les vacances qui approchaient. Bon, donc elles sont... Non, elles sont terminées, en fait j'ai parlé rapidement avec la personne, donc on n'est pas rentré dans le détail, comme ça m'évite de... Plutôt bien, ça m'évite de l'expliquer deux fois. En fait elles sont terminées et du coup c'est pour ça que je vous appelle, parce que comme elles sont terminées j'ai pu avoir un bilan, un ressenti de ça, et pour la troisième année consécutive en fait je prends l'avion parce que j'ai 25 ans, donc j'ai pas eu l'occasion de prendre l'avion avant, et à chaque fois en fait c'est une vraie angoisse, ça me fait vraiment peur, c'est vraiment terrible en fait, quasiment, parce que j'ai vraiment peur de rentrer dans cet appareil comme ça. Pourtant je suis pas claustro de nature, mais j'ai vraiment peur de rentrer dans cet appareil et après de rester enfermé pendant 7-8 heures dans un appareil qui pèse peut-être des tonnes et qui est suspendu comme ça au milieu de l'atmosphère en fait. Vous voyez, et mon idée en vous appelant, c'était peut-être que comme c'est la période des vacances et que je suis certainement pas le seul qui soit déjà parti ou d'autres personnes qui vont partir, soit vous qui auriez une idée peut-être pour me rassurer pour la prochaine fois, peut-être pour avoir un conseil pour peut-être déstresser, ou alors des auditeurs qui ont comme moi eu déjà dans le passé des angoisses par rapport à ça et qui ont trouvé la solution pour un peu pas le truc miracle, mais pour un peu déstresser, parce que moi j'arrive pas à trouver le truc qui va me faire être en confiance, quoi. Oh, je pense qu'on devrait avoir des témoignages là au 39-21 ou par SMS. C'est la bonne période et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre cas, hein, Benji. Il y a beaucoup de phobies autour de l'avion. Vraiment. Ouais, mais pardon de vous couper, c'est à tel point que je suis parti avec mon meilleur ami et à chaque fois je me dis bon, c'est terminé, je reprendrai jamais l'avion, et puis finalement les vacances sont tellement bonnes, on s'éclate tellement que au bout de 6 mois ou un an, quand je vais pour payer mon nouveau billet, j'ai un peu oublié la peur que j'ai eu en rentrant dans l'avion. Et à chaque fois c'est la même chose quand je suis à l'aéroport et que vous savez on va dans ces espèces de cabines transparentes en verre qui nous mènent directement dans l'avion, et c'est une vraie angoisse de commencer à rentrer dedans, de passer un peu en équilibre, parce que vous savez il y a une espèce de pont qui fait le lien entre l'aéroport et l'avion, et puis de se retrouver comme ça y est, dans cet appareil, la porte va se fermer et voilà, je peux plus rien faire, c'est-à-dire que je suis pas maître de moi. Je sais que on a beau me dire que c'est le moyen le plus sûr, et je le crois, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, en fait, quand on est en voiture, je sais qu'on a plus de chances d'avoir un accident, mais on est quand même maître un peu plus de son volant. Oui, mais si vous êtes au volant, effectivement. Oui, vous êtes maître de votre véhicule. Mais quand vous dites vous n'êtes pas maître du moyen de locomotion, mais à ce moment-là, c'est valable pour le train aussi. À ce moment-là, c'est valable pour le train, vous avez raison, mais c'est quelque chose qui a un contact avec la terre, et qui du coup, je pense, nous rassure. C'est le plancher des vaches, c'est quand même plus rassurant.
Exactement, ouais, c'est ça. Je pense que du coup, en fait, je regardais parce qu'il y a un site internet qui est plutôt pas mal fait, mais bon, qui m'a pas permis d'avoir en tout cas la solution pour un peu déstresser, qui s'appelle, je crois, J'ai peur de l'avion. Il y a 2-3 trucs et astuces, mais après, il faut s'abonner ou donc on voit pas toutes les infos. Voilà, qui expliquait que voilà, l'avion, en fait, il emprunte des chemins dans l'air et du coup, c'est pas palpable, c'est pas visuel, et c'est ce qui permet, je pense, c'est ce qui permet en fait d'avoir autant d'angoisse ou d'avoir autant de crainte. Et donc vous voyez, en fait, j'ai atterri aujourd'hui, je reviens de New York, et j'étais dans l'avion et je regardais les gens autour de moi et bon, les gens avaient pas l'air particulièrement stressés, il y en a qui mangeaient, il y en a qui dormaient, et moi j'étais comme ça à scruter tout le monde, à regarder, à écouter le moindre bruit suspect qui pourrait, je sais pas, déclencher quelque chose en moi. Et je me disais finalement les gens sont pas tant stressés. Donc si les gens sont pas tant stressés, c'est que forcément soit ils ont un truc qui les rassure en béton pour pas stresser, ou soit ils ont trouvé, on leur a dit quelque chose qui fait que bon voilà, ils ont confiance. Vraiment le truc choc. Et c'est ça que voilà. Alors il y a déjà, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, on les voit complètement détendues en avion. Ça c'est certain, qui sont hyper à l'aise. On en voit d'autres qui dès le départ commencent un peu à se mettre sur le côté, à vouloir dormir, enfin essayer. Bon, c'est peut-être alors on se dit peut-être ils sont peut-être hyper fatigués, et puis ils se disent oh là ça va être long. Mais ça peut, oui, moi je me pose la question, ça peut être un peu un refuge aussi, ou alors ils ont peut-être pris quelque chose pour dormir. Il y a des gens qui prennent vraiment des tranquillisants, qui dorment. Il y a même des gens qui s'alcoolisent pour. Voilà, c'est ce que j'ai eu en fait. Ah non, mais on va pas. Bon, en plus, vous imaginez bien que je vais pas mettre à dire comme solution alcoolisez-vous et non, prenez. Ce que je veux dire, c'est que non, mais il y a alors je reçois des messages là. Il y a Rose et il y a Véronique qui dit je peux pas faire de publicité, mais il y a une grande compagnie aérienne, si ce n'est la compagnie aérienne en France, qui organise des stages pour les personnes qui ont peur de l'avion. Il y avait un article là, qui était très bien fait, et il paraît que ils sont vraiment très très bien faits. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes vraiment, vous allez à l'intérieur du cockpit, on vous explique tout, et c'est vraiment dans le but, c'est fait pour les personnes qui ont de véritables phobies, donc c'est vraiment adapté à tous ceux qui ont peur. Alors je sais pas après comment est le contenu. Est-ce qu'ils ont des parce que après tout vous pouvez savoir comment est fait le cockpit, pourquoi un avion ça vole malgré que c'est hyper lourd et tout ça. La phobie néanmoins elle reste. Alors je sais pas quel est le contenu de ces stages. On pourrait peut-être, il y a peut-être du personnel navigant qui écoute, qui pourrait nous indiquer. Ouais, ou si quelqu'un l'a fait, peut-être que quelqu'un a fait ce stage, ça serait intéressant. Alors il y a Marie qui dit le problème de ces stages, elle dit c'est très efficace et ça explique vraiment tout sur la navigation, ça fait faire des stimulations, il y a même un suivi post-stage, et elle dit courage, ça marche, dit Marie. Mais c'est cher, elle dit que c'est assez onéreux, ce genre de stage. Oui, voilà. Mais bon, apparemment ça a marché. Appelez-nous Marie 3921 si vous savez un peu. Ça serait intéressant de vous entendre nous en parler directement. Oui, puis si vous avez le prix aussi, parce que peut-être que c'est cher, mais c'est peut-être aussi abordable, parce que parfois il faut peut-être mieux payer 300 ou 400 euros, et puis après être tranquille, parce que du coup on a mis le doigt sur quelque chose, plutôt que de rester comme ça en panique et se priver de vacances parfois ou autre chose. Ah mais vous avez raison Benji, il y a des personnes qui du coup renoncent à des destinations lointaines, ou même pas si lointaines que cela, parce que monter dans un avion, ce n'est pas envisageable pour elles, tellement elles ont peur.
C'est vrai. Juste avant, quand vous me disiez alcoolisé, je disais pas que j'allais suivre ce conseil, je vous disais en fait que devant moi, en fait, non, mais ce que j'ai pas pu terminer, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est un peu marrant, marrant pour l'anecdote. Oui. Devant moi, en fait, donc j'étais complètement terrorisé à l'aller, et il y avait une mère de famille qui était avec sa petite fille, donc qui était tout à fait normale au début, et donc parce que c'est un long voyage pour aller aux États-Unis, le personnel donc nous propose comme ça à chaque fois une boisson, et à chaque fois elle prenait un verre de vin, je crois que c'est du vin blanc ou un truc comme ça, et à la fin elle était complètement alcoolisée, elle chantait dans l'avion pendant l'atterrissage, on disait, vous savez, on doit se rasseoir, on doit se maintenir, on doit relever le siège. Elle s'était mise debout, elle se remaquillait, elle chantait dans l'avion et tout, elle était complètement ivre. Et que faisait l'équipage? Eh ben, ils sont venus, ils ont essayé un peu de la maintenir parce que voilà, ils ont certainement l'habitude. Il y a souvent, je pense, des gens qui ont de mal comme ça. Oui. Mais enfin, moi, ça me rassurait pas parce que du coup, moi, je la voyais gesticuler devant moi, elle était le siège devant moi et j'ai cru que c'était vraiment interminable pour le coup, quoi. Ah oui, non, c'est assez. Donc ça a déconseillé, clairement. Ah oui, non. Mais et la petite fille, elle s'inquiétait pas de voir le comportement de sa mère, parce que... Vous savez, elle devait avoir 5-6 ans, donc je pense pas qu'elle soit en âge. Si, à 5-6 ans, elle devait se rendre compte, ou alors c'est que la mère était en permanence dans cet état-là, ce qui est encore plus préoccupant. Écoutez, la petite fille, en tout cas, réagissait pas plus que ça, c'était plutôt la mère qui était complètement, qui avait un comportement complètement extrême. Ah, mais on voit des gens qui ont parfois un comportement très très particulier parce que ils prennent certaines choses pour pouvoir supporter le voyage, hein, c'est clair. Hein. Donc, alors moins onéreux que les stages dans cette compagnie aérienne, il y a Gigi qui dit il faut vous prendre un doudou. Pour vous rassurer. Alors, je vais vous dire un truc. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai podcasté des émissions. J'ai podcasté l'émission de Laurent Ruquier parce qu'elle est plutôt drôle. Oui. J'ai podcasté la vôtre, mais alors je suis tombé sur un témoignage qui n'était pas très drôle d'une personne qui a appelé, donc j'ai un peu fait avancer l'émission et après ça allait mieux. J'ai podcasté l'émission de Jean-Marc Morandini, comme ça je me suis dit allez, je vais penser à autre chose. Ça fait 7 heures d'avion, je me suis dit comme ça parce que je peux pas dormir. J'essaie de mettre 7 heures d'émission, le mec complètement accro à la télé ou à la radio, on dirait. Je vais mettre à peu près 7 heures d'émission, comme ça a passé plus vite, donc c'est vrai l'astuce, c'est passé un peu plus vite, mais néanmoins avec mon MP3. C'est une bonne idée ça. Europe 1 vous accompagne en voyage comme ça, vous permet de déstresser. C'est pas mal, ouais. Oui. Mais il y a Brigitte qui dit vous pouvez prendre un très bon bouquin avec beaucoup de suspense et faire déjà les trajets courts pour vous habituer. Alors il y a quelqu'un qui me dit. Canel dit je suis originaire de la Guadeloupe, je vais voir mes parents 2 fois par an et je fais du yoga avant de partir. Vous voyez, chacun a ses trucs. Et puis, quelqu'un qui revient de ne pas péter. Elle l'a fait par simulation, en réunion collective, le stage, avec du personnel extra. Et elle dit, j'avais pourtant peur que l'avion explose. C'était son truc. Hein, donc, et aujourd'hui, elle est rentrée il y a peu de temps de ne pas péter. Alors, elle dit vraiment, faites-le, hein, Benji. C'est apparemment ce stage est très très bien fichu. Peut-être que c'est une bonne idée. Après, je veux pas, Caroline, être glauque, mais je voulais juste rentrer dans le détail de ce qui m'embrasse un peu, c'est que je me dis, parce que je regarde pas mal j'écoute pas mal les infos, etc. Et je remarque que souvent dans les informations, de toute manière, c'est pas pendant le vol qu'il se passe quelque chose, mais c'est souvent dans les phases les plus critiques, donc c'est l'atterrissage ou le décollage. Et surtout, d'ailleurs, dernièrement, on a pu entendre dans l'actualité les atterrissages ratés. Et moi, je me dis, voilà, si l'avion s'écrase, voilà, on est enfermé dedans, et je me dis, voilà, comment je me sors du truc? Imaginez que je souffre, que je puisse pas sortir du truc. C'est plutôt ce genre de choses qui est quand même angoissante quand on commence. Alors, je me suis dit, allez, stop, arrête de penser à ça. Ça sert à rien de partir dans des délires pareils. Mais quelque part, au fond de moi, je pense qu'inconsciemment, je pense à ça. Et c'est ce qui crée, mais une vraie angoisse. Ça veut dire que je n'arrive même plus à respirer, ni à manger, ni à boire. Quand quelqu'un se lève dans l'avion, j'ai envie de dire, écoutez, vous pouvez vous rasseoir tout de suite, là. Parce que le fait de vous lever, j'ai peur que ça déséquilibre l'avion. Enfin, après, ça devient carrément un comportement presque pas agressif, mais dans cette idée-là, quoi. Oui, mais ce que vous dites, c'est intéressant quand vous levez ou peur que ça déséquilibre l'avion. Enfin, je sais plus qui, j'entendais une fois un témoignage comme ça, quelqu'un qui avait peur et il y avait, je sais pas, un petit enfant qui sautait un peu, qui se dégourdissait les jambes, mais qui sautait dans l'avion. Et cette dame disait.
mais que ça la rendait presque folle de rage. Elle devenait presque un peu incontrôlable parce qu'elle disait mais il va faire basculer l'avion quoi. On a des peurs après, c'est ça, ça devient irrationnel parce que quand on voit le poids d'un avion, c'est pas un petit enfant même qui saute dans l'avion, ça peut énerver parce que ça fait du bruit, ça fait si on veut dormir, mais c'est pas ça heureusement qui va déséquilibrer l'avion. Donc alors ça c'est intéressant aussi, il y a Violaine qui dit moi je cherche des yeux l'hôtesse de l'air ou le steward et devant leur calme, je suis rassurée. Et j'aurais tendance à être un peu comme Violaine, moi. Donc, d'où l'importance du personnel navigant. Parce que je trouve que, justement, moi, je comprends tout à fait. Il y a ce côté, souvent, elles ont ces visages comme ça, souriants. Et j'essaie de capter un peu sur le visage s'il se passe quelque chose d'un peu qui pas normal. Caroline, vous avez un peu peur de l'avion aussi? Ah oui, moi, je suis pas tranquille en avion. Mais je suis pas très tranquille. Vraiment, je crois qu'en fait, nous, les êtres humains, il y a des personnes, alors peut-être comme vous et moi, qui ont besoin de comprendre comment marche quelque chose pour avoir confiance. Je sais pas si c'est votre cas, ou en tout cas pour moi. Oui. Besoin de comprendre comment marche pour que ça puisse fonctionner. Le train, voilà, je sais qu'il est sur des rails et que, bon voilà, comme une voiture, il suit son circuit, il a un moteur à l'avant, on met de l'essence ou de l'électricité, ça le fait avancer, ok. Mais un avion, voilà, j'ai essayé de chercher des infos sur Internet. Apparemment, c'est des espèces de molécules d'air qui font une pression sous. Alors, je vais pas rentrer dedans parce que j'y connais pas grand-chose, mais qui font une pression d'air sous les ailes, et c'est ce qui fait que ça fait envoler l'avion. Mais bon, quand même, ça permet pas d'avoir en fait quelque chose de concret et de rassurant pour dire allez, c'est bon, voilà, je peux être vraiment serein. Pourtant, j'ai lu sur des sites apparemment plutôt bon que dans le monde, chaque seconde, il y a un atterrissage et un décollage, donc et pourtant il y a très très peu d'accidents, mais néanmoins, voilà, quand on entend tous ces bruits dans cet appareil, quand il commence à partir ou autre, ça fait peur. Alors en même temps, j'adore le décollage, moi. Je trouve ça génial. Je sais que c'est Comment ? Et s'il retombe l'avion au décollage, vous êtes mal quand même. Ah bah oui, non, évidemment, je pense pas à ça, mais je trouve ça génial le décollage. C'est comme dans une voiture puissante, je trouve. Il faut vraiment, enfin, il y a un côté où c'est. Mais je sais que c'est on sent la puissance, quoi. On sent la puissance, et j'adore ça. Mais il y a ce côté. Bien sûr, tout en sachant que c'est dans ces moments-là, paraît-il, où il y a le plus de risques. Décollage, atterrissage. Alors, des messages qui arrivent encore. Karl du Barin qui dit « Je prends l'avion tous les mois, je n'ai pas peur, mais j'ai une amie québécoise qui avait une phobie. Elle a fait un stage. » Marie dit « Je crois que ça coûte un peu plus de 600 € le stage. Je peux pas appeler ce soir car elle travaille là. » Osiris dit « Il faut compter les moutons. » Oui, mais enfin, ça peut être long, hein. Si vous avez 7 ou 8 heures de... Oui. Quand il y a 7h30 d'avion, ok, je veux bien compter jusqu'à 3 milliards, mais bon. Effectivement. Clémy dit, j'ai pris l'avion toute seule la première fois à 4 ans, je claquais des dents, maintenant j'adore l'avion, mais je fais quand même une prière avant, ça aide. Et puis, il y a le Belge qui dit, moi j'ai moins peur en avion que dans un ascenseur. Dans l'avion, il y a un pilote, alors que dans l'ascenseur, vous êtes suspendu à un fil. Voilà, c'est une blague belge. Si parmi vos auditeurs, en fait, moi j'aimerais bien plutôt s'il y a une personne. Alors, je connais déjà des hôtesses de l'air ou des stewards, donc j'ai déjà parlé avec eux, mais bon, sans dénigrer la profession, c'est plutôt des gens qui nous servent le repas et qui connaissent moins bien le système de l'avion. S'il y a plutôt quelqu'un qui travaille en fait, peut-être un pilote, ne sait-on jamais. Mais François, il suffit de demander. Non, attendez, Benji, il suffit de demander. On accueille François. Bonsoir François. Voilà. François, vous êtes avec nous ? Bah alors François, j'espère que vous êtes meilleur pilote que là, parce que si vous faites des blancs comme ça en vol... Oula, moi je monte pas dans son avion. Eh ben voilà, François nous a lâchés, c'est pas très rassurant. Non, parce que François est quand même pilote. Caroline, dites-moi pas qu'il appelle en conduisant son avion. S'il vous plaît, quand même. Il y avait un petit trou d'air là, je pense. Et on a dit qu'il fallait, en principe, s'arrêter, bon. Alors là vraiment, non, je suis hyper déçue parce que François voulait, il est en voiture évidemment. Il nous a dit qu'il pouvait s'arrêter. Je vois, ça s'arrêtera. Et apparemment,
y a peut-être un petit souci. Bon, on va essayer. Oui, vous pouvez le recontacter plus tard dans l'émission après. Alors il y a First Lisa qui me dit l'avion pour aller en Corrèze, c'est pas écolo. Mais ma chère First Lisa, je ne prends jamais l'avion pour aller en Corrèze. Je prends le train. Et pourtant, je veux dire. Vous qui allez en Corrèze, d'accord. Oui, et le train. Non, je prends le train. Je prends un Théos pour aller en Corrèze. Vous voyez, je prends pas l'avion. Bon, donc. Et Véronique me dit, moi aussi, j'adore le décollage. Il y a l'abeille. Je ne dirais plus maudite abeille parce que les abeilles, je vous l'ai dit, non, ce pseudo ne va pas. C'est les abeilles, elles souffrent de notre mode de vie. On en a besoin. Donc, maudite abeille, ça ne me va pas comme pseudo qui dit. Il faudrait que l'auditeur regarde. C'est pas sorcier. C'est vrai que c'est une excellente émission qui explique comment fonctionnent les avions. C'est très bien fait. Ma très chère petite maudite abeille, je l'ai téléchargé en fait. Figurez-vous, c'est pas sorcier. Mais bon, voilà, non, il n'y avait pas d'explication vraiment très concrète en fait sur l'avion. C'était plutôt comment fonctionne. Alors peut-être que c'était pas le bon épisode. C'était plutôt comment fonctionnait un aéroport. Il n'y avait pas vraiment d'infos sur après la peur. En fait, c'était la thématique de C'est pas sorcier. C'est pas souvent sur la psychologie. Ça traitait pas vraiment de la peur et la phobie de l'avion, quoi. C'était plutôt sur le fonctionnement d'un aéroport. Alors on va accueillir Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait ce stage, je crois. Oui, il y a au moins 8 à 10 ans. Oui. J'avais fait un voyage retour du Canada vraiment très, très mauvais, avec orage, etc. Beaucoup de turbulences. Et je me suis juré que je remonterais jamais en avion. Et puis, ma fille est partie à l'étranger, à La Réunion. Enfin, à l'étranger, non. Enfin, fallait que j'aille la voir. Et donc, 12 heures d'avion. Je ne me voyais pas du tout reprendre un avion. Et j'ai fait ce stage Air France qui m'a vraiment rassurée. Bon, dire que je n'ai plus peur, c'est pas vrai. Mais, toute situation a une explication. Bon, technique que je ne donnerai pas, mais enfin, qui nous sont données à ce moment-là. Et puis avec du personnel qui est vraiment très sympathique. Mais du coup, vous êtes monté en fait avec le pilote devant. Enfin, c'est plutôt des choses comme ça. On vous est êtes dans monté. une salle. Oui. Bon, enfin, c'est une simulation, et puis on nous parle surtout de toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver, des trous d'air, que tout est pensé, rien n'est laissé au hasard en fait, parce que on se fait beaucoup d'idées quand on connaît rien, et on voit quand même que tout est fait pour la sécurité. Les accidents sont très rares. Ça, c'est vrai que, et c'est là où on voit qu'il y a des choses qui sont assez irrationnelles, parce que vous le dites bien, Benji, au niveau sécurité, accident, c'est beaucoup plus dangereux de prendre le volant de sa voiture que de monter à bord d'un avion, statistiquement. Mais c'est vrai que quand il y a un accident d'avion, le bilan, malheureusement, c'est très spectaculaire. C'est rare, c'est très lourd. 300 personnes. Voilà, c'est rare. Il y a ce côté très très spectaculaire. C'est très c'est d'un coup en général. Enfin, c'est ça. Il y a aussi ces morts d'un coup. Mais vous savez, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a les départs en vacances, mais quand on fait le bilan des départs en vacances ou de certains grands week-ends, même si heureusement ça baisse le nombre de morts et d'accidentés sur les routes, mais quand on fait le bilan de certains grands week-ends, il y en a qui ont été, ou dans les départs en vacances, extrêmement meurtriers, si on met les accidents bout à bout. Oui, de toute manière, je pense que, regardez, moi je suis complètement phobique de l'avion et non, je pense pas que ce soit tabou d'en parler. Au contraire, je pense que pour les gens comme moi qui sont phobiques, c'est bien de mettre des mots, d'en parler, de se dire voilà comment ça marche, pourquoi. Oui, il y a des morts, mais par rapport à, plutôt que de rien se dire et d'être complètement enfermé en soi et d'être. Comme vous dites non, mais je voulais pas bout, trop, si vous voulez, par rapport à la route et parler. En même temps, c'est l'occasion aussi de rappeler à chacun les vacances à
approche de lever le pied, d'être prudent, d'être attention, d'être vigilant, parce que oui, partir pour ceux qui ont la chance de partir, c'est bien, mais arriver, c'est mieux, quoi. Arriver, ça va peut-être paraître super démago, mais c'est bon, calmez-vous au volant. Surtout quand on part en vacances, quoi. Arriver une demi-heure ou une heure plus tard en vacances, on va pas à un entretien d'embauche qui va faire que toute sa vie, on part en vacances. Donc calmez-vous. Des fois, quand on voit les gens, et voilà, c'est super démago ce que je veux dire, mais si les gens là sont au volant maintenant, mais déstresser, aller doucement, c'est bon, il y a pas de quoi s'enflammer comme ça sur les routes pour gagner une heure, quoi. Ah, c'est effrayant, je vois. En avion, on maîtrise rien non plus. Hein. Comment ? En avion, on maîtrise rien du tout. Non, c'est ça. Je crois qu'il y a cette absence totale de maîtrise. Voilà. qui est angoissante. Mais vous savez, à ce moment-là, vous savez, Freud lui-même avait une phobie du train. Hein. À ce moment-là, des voyages en train, il évitait de se déplacer. Oui. Il avait extrêmement peur du train. Et effectivement, il disait qu'il ne maîtrisait pas, quoi. C'était pourtant, il n'était pas aux commandes à ce moment-là. Je pense que le stage, justement, arrive à se maîtriser. Bon, ne plus avoir peur, c'est pas vrai, parce que bon, j'ai toujours peur un peu quand même. Oui. Mais je me suis maîtrisée et j'ai repris l'avion, et même assez régulièrement. Hein. C'est ce que dit Brigitte, qui dit des explications techniques pourraient peut-être contribuer à rendre les choses plus rationnelles et moins angoissantes. Alors il y a l'écureuil, il est pour les solutions fortes, lui il dit essayez un baptême en parachute, en double, c'est une sensation super. Ah, c'est peut-être parce que je disais que j'aimais bien décollage ou pareil dans une voiture puissante. Oui, mais alors vous sautez dans le vide. Ce sera pour vous, Caroline. Moi, j'aime bien décoller, mais pas sauter dans le vide. Hein. Moi, je veux décoller, je veux pas chuter. Hein. D'ailleurs, en parlant de parachute, je me posais une question. Pourquoi, en fait, dans l'avion, on n'a pas tous un parachute? Comme ça, c'est un truc... On peut s'éclipser dans oui, mais vous imaginez, vu la hauteur, il nous servirait pas à grand chose avec la pression et tout. Notre parachute, on irait de toute façon. On respire pas. Attendez, vous avez vu les températures, la pression atmosphérique et tout. Notre parachute, il nous servirait à rien. Enfin, ça dépend. Hein. Puis oui. Puis c'est quand ou alors si c'est au décollage ou à l'atterrissage, un parachute plus un masque à gaz, voilà. Un masque à oxygène et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais. Il y a Pascal qui dit moi je suis passionné de modélisme et on apprend plein de choses avec des modèles réduits, donc lui finalement il a pas peur de l'avion comme ça. Pierre il dit je prends l'avion 40 fois par an, j'ai jamais eu de problème. Une fois sur un vol Chicago-Londres, un passager ivre a été exclu. Et puis EBE dit si ça peut te rassurer Benji, tu as autant de chances de gagner le super loto que de périr dans un crash. Ouais, à choisir, normal, je préfère le super loto. C'est dommage de s'empêcher de voyager. C'est bête, oui. Peur comme ça, moi je raisonne comme ça, bon, voilà. Ouais. Alors, Milou m'envoie un petit courriel pour dire ce stage est ouvert à tous les voyageurs qui veulent enfin pouvoir prendre l'avion sans peur. Il a lieu plusieurs fois par mois en une session de 7 heures environ dans le centre de formation des pilotes de cette compagnie, Air France pour pas la nommer, de Paris Charles de Gaulle près de Paris. Et le coût du stage est effectivement de 600 €. Voilà. Ouais. Donc, et puis il y a Splina qui dit l'avion, l'homme n'a jamais été fait pour voler, d'où quelques soucis. Un avion, qu'est-ce que c'est ? C'est un tube avec des réacteurs qui poussent de l'air derrière lui et on se sert de voler pour le diriger. Pas très compliqué en somme. Il faudrait essayer de penser à autre chose, s'imaginer autre part, se faire sa bulle, écouter Europe 1 en podcast en gardant les yeux fermés. Ce que vous faites aussi finalement. Écoutez, oui, mais pas les yeux fermés. Les yeux grands ouverts justement pour regarder le visage des hôtesses de l'air. Je me dis comme ça, si effectivement il y a un truc, elles seront peut-être un peu plus stressées. Alors on a à l'inverse Sylvia qui dit j'ai eu mon baptême de l'air à l'âge de 30 jours pour un Buenos Aires Paris. J'ai aujourd'hui 43 ans, je n'ai pas peur de l'avion et au contraire, plus il y a de turbulences et plus je me sens bien. Alors moi les turbulences ça me rend malade, mais alors moi je suis livide et je me souviens comme ça les hôtesses elles viennent vers moi, elles me disent ça va pas madame, mais n'ayez pas peur, mais ça va passer. Non mais j'ai pas peur là. Je dis mais où sont les sacs là, vos sacs vomis sont où là? Je me sens mal les sacs, parce qu'à chaque fois ils viennent vers moi, rassurez-vous ça va passer. Je dis non mais ça peut, je n'ai pas peur, je suis malade, donc vous voyez c'est oui, pour ça moi j'aime bien, je suis un peu comme vous quand ça s'arrête, voilà, finalement quand on redescend.
Ah mais le meilleur moment c'est quand il atterrit. Je vous dis tout de suite, c'est que hop, ça y est, quand on sent qu'il a touché la terre ferme, ça y est. Ah oui. Ouais. Alors là, Premier coup de frein et on est libéré. Exactement. Il y a Bénès qui dit « Je suis moi-même un phobique de l'avion. Je crois que ce n'est pas tant une phobie puisque l'objet de la peur n'est pas irrationnel, puisque avoir peur d'une souris, c'est irrationnel. Mais l'avion, c'est totalement contre nature. Voler, ça ne fait que 100 ans que c'est inscrit comme possible dans l'inconscient collectif. » Pas mal vu. Et puis Super Pierrot qui dit... Moi, j'ai carrément planté ma femme devant l'avion en sortant du bus qui nous conduisait sur le tarmac. J'ai traversé le tarmac en courant. Je ne l'ai revu que 3 semaines après. Mais là, il a dû avoir de super problèmes parce qu'en général, on a sur le tarmac quelqu'un qui part en courant ou alors on se dit c'est un dangereux terroriste, il y a un problème. Mais effectivement, je sais pas si c'est... Enfin, il nous dit pas comment ça s'est passé 3 semaines après avec sa femme. Hein. Oui, ça est parti tout seul, peut-être que... Il y a Anna qui dit « J'ai peur de l'avion, je me déplace souvent, je récite mes tables de multiplication, je sais que c'est bête, mais il faut trouver un exutoire. » Et puis, Rom, dis-moi ce que j'aime pas dans l'avion, c'est tout simplement le manque d'espace pour me tirer les jambes, mais sinon j'adore. Et cet été, je saute en tandem, j'ai hâte, peut-être avec l'écureuil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un me dit « J'ai 16 ans, j'habite à Hyères. Il y a un mois, c'était l'anniversaire de la base aéronautique de Hyères. Et pour l'occasion, un A380 a décollé. » Voilà un petit peu ce qu'on avait comme réaction ce soir. Enfin, beaucoup de... Il y a Marianne aussi qui nous a appelé pour dire « Je suis concernée par cette phobie. J'aime beaucoup le décollage. Mais une fois qu'on est dans les airs, c'est la panique. » Et puis pas mal de personnes qui ont appelé le 3921 comme vous, qui nous ont dit, Jocelyne, qu'elles avaient fait ce stage et que ça les avait beaucoup aidées. Hein. Oui, ça voilà. sûr quand même. Ouais, à mon avis, ça c'est quand même une des solutions parce que bon, la table de multiplication bof, le podcast, ouais, ça va, mais bon, avec il y a des perturbations, ça résout pas la question. En gros, c'est soit avoir une connaissance avec quelqu'un. C'est ce que je me disais en fait, qui travaille dans un avion. Donc François, je sais pas si vous avez pu le rappeler ou pas, ou si. François, vous savez, il se fait des yeux. François, je sais pas, il est. François, alors, vous auriez pu sauver peut-être tout un tas d'auditeurs d'Europe 1 qui auraient pu prendre l'avion serein en écoutant. François, il est en train de discuter avec son personnel navigant. Non, on va pas faire de. François, êtes-vous là? Oui, on va pas plaisanter. Ah, François, on va pas plaisanter, parce qu'on serait dans l'avion, je vous assure qu'on plaisanterait pas. Hein. Non, je rigolerais pas. Là, on plaisante parce que on est tranquillement, chacun de notre côté, mais là, vous seriez pilote, je vous assure qu'on se ferait tout petit, parce que vous avez votre vie entre vos mains. Hein. D'accord. Donc là, je suis François, donc je suis moi-même pilote professionnel. Attention, je ne suis pas OPL, je ne suis pas officier pilote de ligne, mais je suis quand même pilote professionnel. Je pilote des avions un petit peu moins gros que les avions de ligne. Mais ce qui revient tout à fait au même, qu'on pilote un ULM ou un 747, voire même Concorde, c'est pareil, on est dans un espace air. Donc, si j'ai bien compris, ce monsieur a peur. Mais il a peur, j'aimerais savoir... Benji, oui. Benji, excusez-moi, bonsoir Benji. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur de quoi? Qu'est-ce qu'il a peur exactement? C'est ça que je voudrais savoir, si on veut lui expliquer. Eh ben en fait, François, juste la peur, je crois que c'est la peur que j'ai et puis que tous les auditeurs ont, c'est souvent cette même peur-là, c'est d'être enfermé dans un endroit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de pas pouvoir maîtriser s'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on est assis, mais on peut pas prendre de volant, on peut pas ouvrir la porte pour sortir comme éventuellement dans un train s'il ralentissait un peu, et on ne sait pas. Par exemple, moi j'ai pris une compagnie là qui s'appelle American Airlines et il n'y avait même pas devant moi un petit GPS comme dans certaines autres compagnies parfois c'est, en nous disant bon bah voilà, il reste tant d'heures, on a tant de hauteur, il y a tant de kilomètres. Sert à rien, ça. Et ça rassure, François. Je peux vous dire, quand on n'y connaît rien dans un avion, on voit quand même un petit truc, on sait où on en est, on se dit bon allez, il reste 20 minutes, on souffle un bon coup, ça va aller. Bien. Et quand on ne sait pas tout ça, voilà, c'est tout cet ensemble-là. Donc moi, ce que je voulais en fait, puisque je peux vous parler grâce à Europe 1, tant mieux, ce que je voulais juste vous demander en fait, c'est comment vous faites vous déjà, comment vous savez s'il y a un problème, comment vous savez, enfin voilà. Comment vous assurez notre sécurité? Un problème, on va le savoir quand il va y avoir le problème, on ne sait pas avant, ça c'est clair, ça on peut pas savoir, on n'est pas devin. Les phases un petit peu délicates dans le vol, effectivement, ce sont les phases dites à vol lent, ça veut dire tout ce qui est décollage et tout ce qui est approche sur un terrain, d'accord, par rapport à la catégorie de l'avion.
On va prendre un avion de ligne très simple que tout le monde connaît, le 747. Il a une vitesse d'approche de 185 nœuds, sans volet, d'accord? Et il va arriver donc... Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on va pas trop comprendre, mais juste comment vous faites, vous, pour assurer notre sécurité, comment vous maîtrisez le truc, en fait? Comment vous... c'est ça, je vous explique. Ce sont les phases de vol les plus importantes, c'est décollage et atterrissage. Ça, Faustine l'a dit je ne sais combien de fois. Donc là, il n'y a pas de problème. Au décollage, c'est la poussée, ce qu'on appelle une poussée, d'accord? Si cette poussée est atteinte, on décolle. Malheureusement, si la poussée va être réduite pour une raison ou pour une autre, ça veut dire un volatile dans un réacteur, effectivement, la poussée va immédiatement être réduite parce qu'on va n'avoir plus qu'un seul réacteur ou une seule hélice, d'accord? Donc là, on va réagir extrêmement vite. Alors, on a des stages pour ça, et c'est très important à dire, et je tiens à le dire à très haute voix, on a énormément de stages dans l'année, on doit avoir environ 4 à 5 périodes où l'on va se mettre dans des conditions extrêmes, d'accord? Mais vraiment extrême, presque... Ah, vraiment extrême, vous, quoi. Vraiment extrême, ça veut dire que, par exemple, dans un décollage, on a une vitesse à atteindre, ce qu'on appelle... sans être trop technique, l'AVR, la vitesse de rotation, d'accord? On dit, on check sans arrêt. Un avion est checké au décollage, à l'atterrissage, même en vol, on check constamment. Ça veut dire que lorsqu'on décolle, on va atteindre une certaine vitesse, on va dire, par exemple, moi c'est 110, je dis 110 nœuds, mon copie répète 110, tac, enfin, VR, vitesse de rotation, V1, V2. V2, c'est pour tout ce qui est à bi-hélice, bi-réacteur, les V2. Si à un moment donné, la V2 n'est pas atteinte, donc la V1 retombe immédiatement. Et là, on opère sur une vitesse extrêmement faible. Ça, ce sont vraiment les phases les plus critiques au décollage, c'est le réacteur qui tombe en panne. Rappelez-vous... Et alors, qu'est-ce qui se passe si un réacteur tombe en panne? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Il y en a d'autres, j'imagine, il n'y en a pas qu'un. Il y en a un deuxième, ou il y en a trois autres, sur des 747. Rappelez-vous l'histoire de New York, cet avion qui est venu se poser. Oui. Là, franchement, j'ai lu tous les rapports qui puissent exister avec mon ami Grangier, qui est au Bourget et tout ça, donc on se connaît tous très bien. On a beaucoup discuté là-dessus. Le type a une maîtrise parfaite de l'appareil. Bon, moi, je prends l'exemple de l'avion dont je pilote, d'accord, qui est un Biche 200, donc à hélice. J'ai une hélice qui tombe en rideau, immédiatement je me mets sur la deuxième. Donc le moteur gauche, par exemple, j'interromps immédiatement mon décollage. Je veux dire que je fais un palier, je fais un tour immédiatement sur l'aérodrome ou l'aéroport dont je viens de décoller et je me repose. Voilà, très très simple. D'accord. Un avion, il est plein de kérosène au décollage, donc il peut pas, apparemment, ce que je disais, il peut pas forcément, vous voyez, c'est peut-être compliqué. Attention. C'est des fausses idées, ça. Un avion a un poids qui est au décollage de temps. Il doit avoir un poids à l'atterrissage de temps. Si l'avion a un problème en cours de route, il peut très bien venir se poser. Ceci dit, il faut que le terrain, là où il se pose, puisse accepter son poids. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se poser n'importe où. Il vaut mieux en même temps qu'il soit plein de kérosène, parce que vous voyez, si vous faites le coup de la panne d'essence en plein vol, c'est dans un sens. Ça vaut mieux, puis ça, oui, ça vaut mieux. Mais il faut bien se dire que les phases critiques, les plus critiques, c'est le décollage. L'atterrissage, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans un atterrissage? Je me disais bien, j'ai toujours aimé les phases critiques, moi. Donc, c'est celle que je préfère. À l'atterrissage, moi, il m'arrive très souvent de prévenir les gens qui sont dans l'avion, donc j'en ai 14 au total, je peux avoir 14 passagers dans mon zinc, donc je les préviens. Je leur dis, voilà, j'ai la météo qui est suivante, j'ai un vent de travers qui va être très fort, je vais avoir des vents, ce qu'on appelle des vents traversiers, des vents qui vont me projeter d'un côté et d'un autre de la piste. Ça veut dire que je vais être obligé de conjuguer ces vents, avec donc le palonnier. Le palonnier, ce sont les pédales qui se posent devant moi, à côté de mes pieds. J'ai 2 pédales, ça s'appelle des palonniers. Les palonniers, ça va sur une dérive, et la dérive corrige donc la vitesse du vent. Non pas, ce que j'ai entendu tout à l'heure, les volets. C'est une horreur, parce que les volets, c'est autre chose. Mais je pense que c'était de l'humour, Je pense que c'était de l'humour. En tout cas, vous êtes très précis. Je vous remercie. Vous avez fait vous-même vous avez participé à des stages, François? Je vous dis de nombreuses fois. De nombreuses fois, c'est ça. Ou des stages de secours. Oui, c'est ça, parce que vous êtes très pédagogique, parce qu'on me parlait dans le casque en même temps. Mais c'est très clair. Alors j'ai une autre question qui arrive, mais là je pense que ça va être.
je sens là beaucoup plus difficile par SMS. Vous permettez que je termine juste la phase d'atterrissage? Oui, brièvement, parce qu'on peut pas non plus faire le stage à l'antenne. D'accord. Donc la phase d'atterrissage, sur un avion peut atterrir avec un vent de travers de temps. Ce que l'on voit sur YouTube, sans le citer, mais c'est un très bon site, vous allez sur YouTube, vous marquez atterrissage par vent de travers. Vous allez voir comment les avions atterrissent par vent de travers. C'est fabuleux. Des avions à New York qui se posent avec 60 à 65 nœuds de vent de travers, ce qui est énorme pour un avion qui est logiquement considéré pour 20 nœuds de travers. Ça veut dire qu'il arrive en bout de pédale, en bout de palonnier. Ça veut dire qu'il va arriver plat travers. Qu'est-ce qui va se passer? Le train, ou il casse, ou il tient. Voilà, c'est tout. C'est le seul problème qu'on puisse vraiment avoir. Il y a des terrains où on ne peut pas se poser en vent de travers. On en prend un autre, ce qu'on appelle un déroutement en vol. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de danger dans un avion. Il y a beaucoup moins de danger. Juste François, pour Caroline, à la prochaine fois qu'elle décolle, je vais être un peu méchant, s'il y a un truc d'anormal pendant le décollage de l'avion, il peut tout de suite se remettre comme ça, ou il est obligé quand même de partir et d'aller se regarder ailleurs? Alors, il ne peut pas revenir en contresens. Comme on dit, un avion décolle toujours face au vent. Ça veut dire qu'une 0927, donc en 90 degrés ou en 270 degrés, d'accord, l'avion décolle en 09, il est obligé de venir se reposer en 09. C'est-à-dire qu'il est obligé de refaire un tour de piste. Mais un tour de piste avec un réacteur en moins, ça s'apprend. C'est comme un bateau, j'ai une voiture roulée avec un 4-3 roues, c'est comment ça être difficile. Ils sont tous vérifiés. Je veux dire, avant, quand on monte dans l'avion, on nous dit que les avions sont vérifiés, ok, mais l'avion a fait un vol à blanc avant, ou finalement, en fait, en gros, l'avion est venu par exemple de New York, il arrive à Paris, et hop, il refait le sens inverse, et finalement, il n'y a pas eu de problème pendant le truc avant, il vérifie 2-3 trucs, mais est-ce qu'ils le font rerouler, ou finalement, on se rend compte de quelque chose? Je vous sens bien prêt pour le stage, hein, vous, Benji. Vous avez une bonne liste de questions, hein. Vous avez vu, je suis au taquet. On ne va pas pouvoir répondre à tout, en tout cas, mais il y a une dernière question, ça sera par SMS, qui dit dites-nous François, combien y a-t-il de chances de survie statistiquement lorsque l'avion s'écrase? Alors là, j'allais vous interrompre. Non, mais j'imagine que ce sont des questions qui sont posées, hein, dans les. Bien sûr. Ah, mais moi on me pose. Moi, je suis copilote sur des avions à réacteur. Parce que j'ai quand même 54 ans et je suis copilote sur des avions, ce qu'on appelle les avions de fret, hein, d'accord? Alors, on a un pilote qui fait environ, moi à mon actif, je dois avoir 14 000 heures de vol. J'ai eu des incidents, je n'ai pas eu d'accident, parce que sinon je ne serais point là. On dit qu'un pilote a une chance sur 1,5 milliard de mourir au manche de son avion. Un touriste lambda qui prend l'avion une fois par an, c'est-à-dire qu'il fait ses 10 heures et ses 10 heures au retour, qui fait 20 heures de vol par an, a une chance sur je ne sais combien de milliards d'arriver dans un accident. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, ça fait toujours beaucoup de morts. C'est pour ça qu'on en parle. Évidemment. Je reprends la 340 du Brésil, une ligne que je connais bien. Rio, j'y suis allé plusieurs fois en cockpit et en tant que passager aussi, hein. Donc il n'y a pas de problème. Je connais très bien cette ligne-là. Le tube pitot, c'est un tube pitot, c'est le tube dans lequel rentre l'air et qui nous donne notre vitesse sur un cadran. C'est tout con, mais excusez-moi du terme, mais c'est vrai que quand ça se bouche ou quand les paramètres sont faussés sur un avion, les paramètres de vitesse, ça devient extrêmement dangereux, parce que là on rentre dans des phases de vitesse lente, ce que je viens de dire tout à l'heure pour le décollage et l'atterrissage. C'est tout. Donc là, mais bon, on va pas rentrer dans... Mais si l'avion se crache, en fait, il y a quasiment aucune chance de survie, en fait. Dites-vous bien, un avion qui se crache à l'atterrissage ou au décollage, vous avez une chance sur 150 milliards de survivre. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, mais en même temps, les risques que vous donnez, ils sont infimes. Donc, quand vous dites même pour un pilote dont c'est le métier, donc qui fait énormément de voyages, donc pour quelqu'un comme nous qui prend peu l'avion ou même quelqu'un, c'est vraiment pas de bol, quoi. Enfin, les statistiques que vous donnez, c'est vraiment infime. C'est important de le rappeler aussi, cela. Il y a combien d'accidents sur le territoire français? Il y a combien d'accidents par an d'avion? J'en compte 4. Vous avez raison. Il y a eu Concorde. Concorde, ça fait 83 morts tout d'un coup. Mais c'est Concorde, on en a parlé, mais des bien sûr, d'années. c'est Concorde on en parlera aussi. encore des centaines d'années. Dans le monde, il y a combien d'accidents d'avion? Combien d'accidents graves? Vraiment très graves. Il y en a encore rien, il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, sur
Bobo, je sais plus où en Afrique, je crois. Enfin bref, il y en a peut-être 4 ou 5 par an. Mais sur le nombre d'avions, rendez-vous compte qu'au-dessus, à l'heure actuelle où l'on parle, il est exactement 1h moins 5 du matin. Il y a des milliers d'avions qui volent au-dessus de votre tête. Mais écoutez, merci beaucoup. Oui, et heureusement, il ne s'écrase pas, en tout cas. Pour sensibiliser les personnes qui ont peur, n'hésitez surtout pas. Alors, un conseil, n'hésitez surtout pas, et ce sera madame et monsieur qui est à l'autre bout du fil. Oui. Vous allez voir l'équipage, la chef de cabine, ou directement le commandant de bord s'il est là, ou le copilote. Et vous lui dites, voilà, monsieur, j'ai des petits sentiments, un petit peu la trouille, mais j'aimerais bien que vous puissiez me faire partager le décollage avec vous. Il y a une chance sur 2 qui vous disent oui et l'autre qui vous disent non. En général, je n'ai jamais, moi, refusé qui que ce soit. Mais si vous tombez sur Benji, vous n'allez pas être déçu, parce que je vais dire, pendant 7 heures ou 8 heures, il va avoir une liste de questions que vous n'allez pas décrocher. En tout cas, merci beaucoup, François. Il faut qu'on se quitte là, mais merci parce que vous avez été très précis, très pédagogique, et c'est pas tous les soirs qu'on peut entendre parler comme ça du fonctionnement d'un avion. Ah bah c'est adorable, merci beaucoup. On va lui communiquer hors antenne. Vous lui donnez, il n'y a pas de problème, je l'autorise à m'appeler. Et on va tous s'envoyer en l'air avec vous, voilà, François, comme ça. Envoyer en l'air. Avec vos commandes. Allez, Benji, j'espère que ça vous aura aidé un peu. Ne raccrochez pas, donc on va vous mettre en relation hors antenne. Ok, merci beaucoup. Au revoir. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Alors, il y a Misty qui dit, après une spéciale camion hier soir avec nos amis routiers et une spéciale avion ce soir, est-ce qu'on va faire une spéciale train ou voiture? C'est très bien vu, pourquoi pas? Ça sent les vacances, donc tous les moyens de transport sont les bienvenus. À ce propos, il y a Oxalis qui nous envoie un petit message également au 7 21 21 code nuit qui dit: moi j'ai piloté un planeur et c'est le bonheur. Des réactions encore sur ce sujet, puisque en première heure Benji nous parlait de sa phobie de l'avion, et donc nous avons eu François qui était pilote et qui nous a expliqué un peu comment fonctionnait un avion. Jocelyne nous a parlé du stage qui est fait par une grande compagnie aérienne, compagnie française, pour les gens qui ont peur de l'avion, et beaucoup de courriels qui sont arrivés. Il y a Milou qui dit je suis personnel navigant, je travaille pour cette compagnie. J'ai réussi à rassurer une cliente qui avait très peur de l'avion, lui consacrant un peu de mon temps en répondant à ses questions de façon claire, en assurant un suivi tout au long du vol, en lui demandant si tout allait bien. Je lui ai offert un bon champagne de la première. Je suis revenue parler un peu avec elle d'autres choses en lui posant des questions sur ses vacances. À la fin du vol, elle m'a remerciée. Et pour moi, ça a été un succès. Je suis sûre qu'elle se rappelle encore de ce vol et qu'elle a eu, je l'espère, un peu moins peur. Vous voyez, quand François disait qu'il ne fallait pas hésiter à parler de sa peur au personnel navigant, c'est important de pouvoir le faire. Christian de Saint-Maur-des-Fossés dit Benji devrait passer le brevet de pilote privé. C'est un remède radical contre la phobie de l'avion, et avant de prendre les commandes avec un instructeur, il apprendra pourquoi un avion vole. Tinou dit 60 ans bientôt, je n'ai jamais pris l'avion, je suis claustrophobe et pourtant j'aimerais tellement aller en Corse. C'est comme dans le métro,
tout ce dont je n'ai pas la maîtrise m'angoisse et me rend hystérique de peur. Aller à Mema contre un, pour moi, c'est mieux. Et c'est très beau. Bonne nuit à tous, nous dit Tinou. Tiens, mais Mema que je connais, il y en a peut-être plusieurs, mais bon. JC dit, je suis journaliste et mon aérophobie m'empêche de voyager. Elle est liée à un mauvais voyage, mais aussi symboliquement, cette phobie peut être liée à un aspect psychologique. J'ai développé ce genre de phobie en rapport avec des situations sentimentales bancales. En post-scriptum, JC nous dit, je rêve quasiment chaque semaine que je monte dans un avion qui ne décolle pas. Le trublion me dit, je n'ai pas peur de l'avion, car je ne voyage jamais, sauf tous les soirs avec Moumoun sur mes genoux, en vous écoutant, on plane, me dit-il. Allez, on va changer complètement de sujet et accueillir maintenant Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute Sylvie. Alors, je vous ai appelé parce que je me trouve en pleine confusion, on va dire intégrale, sur ma vie privée, soit sentimentale, professionnelle, familiale. Et je me demande si c'est dû à mes choix personnels, si c'est dû à mon caractère, est-ce que je suis susceptible, offensive, agressive avec mon entourage ou autre. J'ai l'impression d'avoir évacué beaucoup de gens autour de moi. Et bon, je me bats pour mes enfants en priorité, mais je n'aime pas trop le dire puisque je ne veux pas que mes enfants portent le poids de mes choix. Je ne veux pas qu'ils soient en première ligne, de toujours penser à eux, parce que ça peut être lourd pour eux. Pour faire court, j'ai déjà quitté ma famille il y a 20 ans. Ma famille est dans une secte internationale. Et 20 ans après, je ne connais pour ainsi dire pas mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes neveux et nièces. J'ai fréquemment le nom, le mot qu'on m'a collé à ce moment-là, il y a presque 20 ans, exclu. J'ai ce mot-là qui me revient très fréquemment quand quelqu'un ne veut pas partager avec moi quelque chose ou autre. Je me dis, mais je suis exclue. Bon, ça reste. Ma mère récemment m'a fait savoir que là, dans quelques jours, j'aurais pu descendre à Grenoble la voir, mais il n'en est pas question pour elle parce que je fréquente un homme avec qui je ne suis pas mariée, donc non. Mais par contre, elle est prête à recevoir le père de mes enfants, de qui je suis séparée depuis 3 ans. Donc pour moi, c'est un nouvel échec. Donc j'ai quitté le père de mes enfants après 16 ans de vie commune. D'ailleurs, je vous avais appelé il y a quelques années à ce sujet. Je l'ai quitté après avoir fait 3 enfants avec lui. Donc tout ce qui est sur le plan juridique est rangé, on va dire. Tout est correct. On a la garde alternée. Il habite pas très loin de chez moi, mais il se trouve que depuis récemment, il fréquente quelques voisins très proches géographiquement de moi. Donc le père de mes enfants me rappelle qu'il sait à quelle heure je couche mes enfants, qui est-ce que je fréquente, quand est-ce que je traîne dehors selon lui, et ci et ça. Donc je me demande si je dois déménager ou pas, ce qui m'est impossible parce que j'étais licenciée il y a 6 mois. J'avais trouvé un métier qui me convenait quand je l'ai quitté. J'avais fait une formation dans le bio, parce que c'est un domaine qui m'intéressait vivement. Bon, j'étais dans un commerce et j'étais licenciée suite à un accident de voiture. Et l'accident de voiture s'est produit le jour où la personne que je fréquente depuis 8 mois devait venir chez moi. J'ai eu très peur quand j'ai pris le volant. J'ai fait un coup de volant et voilà, j'ai percuté une voiture. J'ai fait un tonneau énorme, comme tous les tonneaux, quoi. J'en suis sortie indemne, mais ce virage m'a coûté énormément sur tous les plans, dont la perte de mon emploi. Donc la perte d'un métier que j'aimais beaucoup. Et du coup, je n'arrive plus du tout à retrouver un rythme de vie digne de ce nom. Je m'ennuie énormément chez moi parce que je n'arrive pas à chercher du travail dans le sens de chercher. Je ne sais plus du tout vers quoi aller, vers quoi me tourner. Avec mes enfants, j'ai du mal tous les jours parce que bon, j'ai 3 jeunes garçons. Le père est très présent parce que moi je n'arrive pas à leur interdire d'aller voir leur père. Il est là, allez voir votre père, oui, vous pouvez lui téléphoner, oui, allez passer une journée avec lui. Ça ne me dérange pas. Par contre, quand le père a les enfants chez lui, lui refuse que les enfants viennent le voir. Bon, je n'en tiens pas qu'à. Je dis, écoutez, respectez ce que dit votre père, j'y peux rien, je vais pas me battre. On s'est assez battu, maintenant les choses sont comme ça, voilà, vous devez vous plier à ces exigences tant que vous êtes jeune. Mais voilà, quoi, je sais plus du tout quoi faire. La rentrée se profile. Au mois d'août, je n'ai pas mes enfants, puisque là, je les ai pour 4 semaines encore, à temps plein. Je me sens mal à l'aise avec eux. Je ne sais pas du tout quoi faire de ma vie, en fait. Parce que la personne que je fréquente également ne veut pas se positionner, refuse d'être le beau-père de mes enfants, donc ne veut pas les connaître.
c'est quelqu'un donc avec qui je suis depuis 8 mois. En plus, il y a un gros décalage, on va dire, d'ordre financier, puisque lui travaille pour le grand groupe d'aviation qu'on n'a pas cité il y a quelques temps, il y a quelques minutes là sur votre antenne. J'habite pas très loin de l'aéroport qu'il emploie, et bon, lui, il gagne très bien sa vie. Moi, je suis en train de devenir pauvre, littéralement. Lui n'en tient pas compte, il m'a emmené en vacances il y a quelques jours et il m'a tout payé, mais moi je suis très gênée parce que je ne peux absolument rien payer. Et voilà quoi, je ne sais plus du tout quoi faire de ma vie. Je me dis quelquefois, je vais partir, je ne sais pas où, mais je vais partir. Donc je ne sais pas du tout comment voir les choses en clair quoi. Est-ce que j'ai été claire dans mes propos? C'est pas très réjouissant. Claire, oui, vous avez été claire, mais tout est tellement emmêlé. Enfin, oui, je comprends que vous ne sachiez plus par quel bout prendre véritablement votre vie et les difficultés, puisqu'au fond, vous donnez le sentiment d'être prise depuis quelques années là, dans un enchaînement, dans une succession d'événements. Vous savez, ça fait un peu l'effet boule de neige, quoi, qui se termine en avalanche. Tout à fait, c'est ce que me répètent les gens qui me connaissent, qui m'ont vu évoluer. Ils me disent que que j'ai beaucoup de courage d'après eux. Ce dont je ne me vante pas, c'est possible, mais la secte de ma famille, c'est quelque chose dont je n'arrive pas à me défaire. J'avais rejoint un groupe sur Paris, un groupe de parole qui m'a agacée puisque c'était vraiment presque politisé, donc j'ai pas continué à les fréquenter. Mais ils auraient pu m'aider, mais j'ai pas pu continuer parce que, comme je vous dis. Oui, mais la secte déjà, parce que voilà, alors on va pas pouvoir tout aborder ce soir, vous le comprenez, parce qu'il y a tellement d'aspects. Vous avez livré tout, à la fois de façon concise, puisque si vous partez de votre histoire familiale, votre famille, dites-vous qui était dans une secte, et puis arrivé à votre propre parcours de femme, de mère, finalement vous avez été concise, mais tout est très intriqué, emmêlé, et en même temps on reste en surface, donc c'est très difficile de comprendre, et du coup moi aussi je ne sais pas par quel bout vraiment pouvoir vous aider, si ce n'est que je sens que il y aurait vraiment lieu de mettre un peu les choses à plat, parce que là c'est comme si vous étiez au bas d'une montagne gigantesque et que vous vous disiez que vous n'arriverez jamais au sommet. C'est impossible. D'avoir franchi des étapes pourtant. Oui, mais justement, on franchit des étapes, c'est par palier. Mais là, vous ne pouvez pas tout intriquer. Vous m'avez mis les choses telles que vous les vivez et telles que vous les ressentez certainement, telles que vous les présentez en tout cas. Donc c'est tout depuis votre séparation. Alors il y a le père de vos enfants, il y a le fait que vous vous retrouvez au chômage, il y a cet accident, ça a créé, il y a ce virage dont vous parlez symboliquement. Il y a eu un virage, vous avez fait un tonneau, mais ce virage qui crée un licenciement. Enfin tout est entremêlé, tout est. Vous maintenant, il va falloir. Il est important, je crois, que vous avez besoin d'une aide et remettre un peu ça sur les chevaux de façon que vous soyez un peu soutenu. Parce que vous pouvez pas. Je crois qu'il faut en parler tranquillement, vraiment par palier, parce que là. Je vois pas sinon comment vous pouvez aborder toutes ces choses de front. C'est que les choses comme là, la vie que j'ai voulu quitter il y a 20 ans me revient en pleine figure, puisque ma mère a utilisé mon premier qui a 11 ans, mon premier garçon qui a 11 ans il y a quelques jours, l'a utilisé devant moi littéralement au téléphone en lui disant qu'elle accueillait son père, le père de mes enfants, chez elle, mais que moi elle ne m'accueillait pas. Donc moi j'ai repris le téléphone derrière, je lui ai dit mais là ça va faire 20 ans que j'ai quitté la secte et je suis à nouveau exclue, tu me dis que tu ne veux pas me recevoir, et donc ça c'est revenu ça à nouveau très très fortement, parce que les directives de cette secte reviennent sans arrêt. Quelqu'un qui ne revient pas est condamné, donc la fin du monde c'est toujours très proche chez eux. C'est toujours cette épée de Damoclès, le père de mes enfants serait sauvé, moi non. Donc mais vous avez grandi au sein de cette secte, c'est-à-dire enfant? Oui, mes parents ont connu cette secte et y ont adhéré exactement quelques mois après ma naissance. D'accord. Donc en 68. Donc moi, je n'ai connu que cette secte-là dans laquelle j'ai baigné et qui m'a manipulée mentalement. Je m'en suis sortie à l'âge de 22 ans.
Donc, pour moi, Paris, c'était l'Amérique. Donc, j'ai quitté Grenoble pour Paris. Ça m'a sauvée. Le père de mes enfants que j'ai fréquenté à ce moment-là, avec qui je me suis installée, m'a définitivement arrachée à cette secte, en me disant tout le temps que j'avais un pied. Oui, mais bon, j'ai grandi 20 ans. Donc, effectivement, les anniversaires, on les fait jamais. J'ai toujours... Oui, c'est très compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc, lui, mais attendez, parce qu'il y a secte, c'était dans une communauté, vous viviez au sein d'une communauté? Non, cette secte-là, quand je vous dis qu'ils font pas les anniversaires, qu'il n'y a pas de transfusion sanguine, on sait tout. Ah oui, d'accord, oui. C'est pas une communauté. Je vois, oui, non, d'accord, vous n'étiez pas coupé du monde totalement, d'accord. Mais on est coupé du monde, on va dire, en parole. Oui, je comprends. Non, mais je me renseignais parce que il y a des enfants qui grandissent au sein de sectes. Qui sont des communautés fermées du monde ou non, c'est pas du tout ça. Oui, là vous faites référence aux témoins de Jéhovah en fait. Absolument. Je voulais pas les nommer. Mais bon, c'est tout à fait eux. Donc moi, mes neveux et nièces, semble-t-il, grandissent mieux maintenant parce que c'est beaucoup moins strict. Mais nous, mes sœurs et moi, ce qu'on a vécu, en plus mes parents qui étaient très attachés à ça, m'enquiquinent toujours maintenant par rapport à mon éducation que je n'ai pas suivie parce que je ne suis pas mariée. Je leur ai dit, à 42 ans, si je ne suis pas mariée avec le monsieur que je fréquente, heureusement, puisque j'ai 3 enfants. Donc c'est délicat de se marier très vite quand on veut recomposer une famille. Donc si je ne suis pas reçue parce que je suis dans le péché, au nom de qui je suis dans le péché, donc je suis en train à nouveau de me battre, de me justifier. Donc je ne sais plus par quoi commencer, par quoi me battre. Et donc alors, me battre ou pas. Alors vous battre sur quoi? C'est-à-dire vous battre contre qui? Pourquoi vous battre d'ailleurs? J'ai l'impression que je dois me justifier auprès de ma mère, d'ailleurs, parce que mon père, mon père m'avait fait comprendre qu'il voulait me voir et ma mère me dit que non. Donc je ne sais pas si je dois parler à mon père à 78 Sylvie, ans. vous avez 42 ans, vous justifiez pourquoi? Vous justifiez de quoi? Je redeviens la fille de ma mère et ça me déplaît énormément, j'arrive pas à reprendre pied là-dessus, à reprendre mes esprits vis-à-vis de ma mère. Mais pourquoi vous avez le sentiment de redevenir la fille de votre mère? Parce que vous n'êtes plus en couple? Quelque part, oui. Ma fille, tu as vu le choix que tu as fait 3 enfants. Maintenant, c'est très dur pour toi. Tu as 3 garçons. Ça va être plus dur quand tu vas à l'adolescence. Donc, je suis condamnée, en fait, avant d'avoir fait un pas devant l'autre. Le père de mes enfants me rappelle régulièrement que je ne suis qu'une gamine. Je me demande, mais je suis qui? Et les personnes qui me connaissent maintenant me disent tout le contraire. Mais en fait, je n'écoute que le père de mes enfants et ma mère. Oui, mais c'est finalement... Voilà, vous leur donnez aussi beaucoup d'importance. J'ai l'impression. Et pourtant, cet homme, vous l'avez quitté? Vous avez décidé de le quitter? J'ai mûrement réfléchi, effectivement, avant de le quitter. Alors, votre mère, c'est vrai que c'est compliqué parce que les paroles des parents ont évidemment beaucoup d'influence. Mais en même temps, Sylvie, vous avez quand même 42 ans aujourd'hui. Vous êtes vous-même mère de famille. De garçons. Donc les prédictions de votre mère, parce que vous vous êtes séparés, que ça va être très difficile pour vos garçons, qu'au moment de l'adolescence, ça serait terrible. Enfin, qu'en sait-elle, elle? C'est quoi ce déterminisme? Ça a été simple pour vous, même si vos parents étaient ensemble? On a traversé notre vie familiale comme on pouvait, et puis voilà, on a grandi. Non, mais peut-être parce que dans justement là aussi la séparation n'est pas possible chez les témoins de Jéhovah, non? Bien sûr que si. Il y a une quantité de divorces, d'adultères. Enfin, de toute façon, écoutez, il y a d'autres familles où ça parfois c'est pour des histoires de religion, c'est pour d'autres choses, mais c'est vous aussi qui donnez trop d'importance à ces propos, parce que peut-être vous êtes fragilisé aussi par cette séparation, et que là vous auriez besoin d'une aide extérieure pour vous retrouver vous. Parce que si effectivement pour le moment vous ne vous déterminez que par rapport au regard et aux propos de votre mère et de votre ancien mari, ça ne va pas. C'est pas étonnant que vous soyez perdu. On m'a dit effectivement, mes employeurs de qui j'étais très proche quand j'ai trouvé le métier que j'aimais tant il y a quelques années, m'ont dit mais coupe avec cette personne, il a trop d'influence sur toi, on sent quand tu parles de lui, on dirait que t'es avec lui. Je lui ai dit oui, mais j'ai gardé l'appartement. Quelle personne? Le père de mes enfants. Oui. Les gens qui m'ont fréquenté à ce moment-là, quand je l'ai quitté, me disaient tout le temps, mais tu parles de lui comme s'il était près de toi. Tu l'as pas quitté alors que tu ne l'aimes plus. Et c'est vrai que je n'ai pas de sentiment d'amour pour lui, pas du tout. J'ai réussi parce que c'était évident que je ne pouvais plus l'aimer, mais je ne l'ai pas détesté.
Et je me dis peut-être que j'aurais dû le détester pour arriver à couper. Mais j'ai pas envie de le détester, ça ne m'apporte rien. J'ai même gardé les photos de notre vie commune parce que c'est l'histoire de mes enfants. Mais il n'y a pas lieu de le détester, Sylvie. C'est ça a été cet homme avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez fait 3 enfants, et de toute façon avec qui vous allez maintenir un lien, puisque vous avez 3 enfants, 3 garçons qui ont quel âge ? 11 ans, 9 ans et 6 ans. Bon, donc tant mieux pour eux si vous arrivez à maintenir un lien plutôt cordial et avec leur père. Moi, ce que j'entends encore, c'est que d'autres personnes vous disent que ce qu'il faudrait faire. Alors, au fond, c'est pas tellement si étonnant que ça, puisque vos propres parents eux-mêmes trouver leur ligne directrice, leur conduite, la conduite à tenir par rapport à la façon de mener leur vie auprès finalement d'un mouvement sectaire qui leur disait ce qu'ils devaient faire, la façon dont ils devaient penser, qui ils devaient voir, qui était bien, pas bien, bon. Donc l'enfant, l'enfant, il se détermine toujours par rapport au modèle qu'il a eu. Soit finalement il y a évidemment les propos qu'on va lui tenir par rapport à l'éducation, mais le meilleur modèle, c'est l'exemple. Donc au fond il y avait quand même on vous sent un peu, vous vous laissez facilement influencer. Vous êtes un peu perméable. Vous doutez au fond. Vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne vous faites pas assez confiance. Donc vous êtes assez perméable à ce qu'on peut penser, dire de vous. Mais vous avez aussi grandi dans une famille où c'était pas seulement une famille. Au-dessus de la famille, il y avait cette autre grande famille. Je vais mettre beaucoup de guillemets. Cette communauté qu'est le mouvement sectaire, que vont chercher d'ailleurs souvent. Tout perdu, tout à fait. Et oui, c'est ce qui est terrible. Pour eux d'ailleurs, c'est ce qui est dramatique. On te demande. Je dis mais c'est pas possible. Depuis 20 ans que je les ai quittés, et c'est vrai que quand j'étais petite, on habitait la Normandie. Je ne peux plus retourner en Normandie parce que les attaches qu'il y avait en Normandie que mes parents ont gardées, que mes sœurs ont gardées, ce sont des gens qui sont dans cette secte-là que je ne peux plus voir parce qu'ils savent tous que je suis la seule de la famille à l'avoir quitté. Et c'est une pieuvre. Donc ma famille, les beaux-parents et tout de mes beaux-frères, belles-sœurs et autres sont tous dans cette secte, et moi je suis la seule de ma famille à avoir quitté. Donc partout où je vais, je suis la seule à qui on ne parle pas. C'est là où c'est très dur. Et c'est très dur pour effectivement toutes les personnes qui, comme vous, à un moment, sont en rupture, quittent le mouvement, quittent la secte, parce que c'est une transgression terrible. Donc il y a un premier temps où on cherche à tout prix à les faire revenir. Absolument. Et puis quand on voit que ce n'est plus possible, il y a tout un travail de dénigrement, il y a tout un travail on est vraiment dans une manipulation mentale. Et puis c'est comme vous, quand des enfants ont grandi et que l'environnement s'est construit autour, il y a tout un contexte familial, mais où on perd ses repères, je veux dire. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que le père de vos enfants était également dans cette secte. Absolument pas. Mais absolument pas. Bon, alors c'est ça que je comprends pas bien. Pourquoi, avec lui, vous auriez pu construire quand même d'autres repères et d'autres amis et d'autres... ils ne sont pas auprès de vous, là. Cela dit, vous vous séparez de lui, donc c'est une deuxième séparation aussi. Là. C'est peut-être aussi ce qui réactive beaucoup de choses chez vous. Oui, ça a été un nouveau grand virage quand je l'ai quitté absolument. Et là, malheureusement, l'accident que j'ai eu début décembre dernier... mais quand mon volant m'a échappé, que j'ai vu la voiture en face et que je me suis soulevée de terre dans le champ, j'ai monté une butte littéralement, donc j'avais l'impression d'être dans un avion, tellement ma voiture a mis du temps à monter avant de faire le tonneau. J'ai vécu je le vis toujours très fréquemment, mon accident. Étonnamment, tout le monde qui est venu à côté de moi ensuite, pompiers, gendarmes, carrossiers, m'ont dit mais comment vous avez survécu vu l'état de la voiture? Ma voiture a été détruite littéralement. Je suis sortie sur mes 2 jambes indemne. Et je leur ai dit, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon Dieu, ça va me coûter combien? Ça m'a coûté mon travail.
Et je n'arrive plus à me relever de ça, parce que je ne sais plus quoi faire de ma vie. Pourquoi ça vous a coûté votre travail ? J'ai été licenciée juste derrière, mes patrons ont décidé de me licencier. Mais je comprends pas le rapport avec votre accident. Je travaille dans une petite structure, un petit magasin qui est un petit peu mangé par les grandes surfaces, puisque le bio, il y en a de plus en plus dans les grandes surfaces. Oui, mais je comprends pas mais pourquoi le fait d'avoir eu cet accident de voiture Elles ont décidé à ce moment-là qu'il n'y avait plus de travail pour moi, alors que bien sûr que s'il y en avait, et j'apprends que le magasin périclite complètement. Oui, mais vous étiez indemne, donc vous n'avez même pas eu d'arrêt je n'ai pas eu d'arrêt, mais par non contre, ma voiture était détruite, donc pendant 2 semaines, je n'ai pas pu me déplacer, puisque j'étais à la campagne. D'accord. Et je n'ai pas cherché de voiture tout de suite, je n'avais pas les moyens d'en acheter une. D'accord, donc elles ont profité de cela. Exactement, et ça a tourné en rupture de contrat, donc qu'une justification auprès de la direction du travail. Et en fait, quand je me suis présentée au Pôle emploi mi-janvier, on m'a dit, mais pourquoi vous avez accepté une rupture ? Il fallait aller vers un licenciement, elles auraient dû justifier. Oui, je leur ai dit, mais écoutez, je sais pas, je suis allée vers un peu en état de choc, un peu bouleversé, oui. Complètement. Et c'était lié à ma début de vie amoureuse qui me semblait sérieuse, qui effectivement est sérieuse, mais sérieuse au point où je suis complètement bloquée aussi avec cette personne, parce qu'en plus, c'est un client du magasin où je travaillais. Oui, mais écoutez, vous savez, on va pas aborder cette partie-là, parce qu'il y a des choses aussi importantes qui se jouent, c'est-à-dire que vous êtes en vie. Finalement, la voiture, elle était les pompiers, les secours qui sont arrivés sur place. On se dit comment cette femme a pu sortir indemne de là. Vous êtes sortie sur vos 2 jambes. C'est quand même un signe aussi, ça. J'ai entendu comme ça des personnes dire que il y a des moments de leur vie où il y a des accidents comme ça qui surviennent et où curieusement, on fait basculer aussi après leur vie autrement. Peut-être vous êtes dans une période où il y a des ruptures qui coûtent, qui sont douloureuses, mais qui peuvent être aussi donner suite à des reconstructions plus profondes. C'est ce que je ressens, mais ça commence à être long. Oui, non, mais ça je comprends, parce que effectivement, ça fait. Oui, je comprends. Mais voyez, tel que vous disiez, là, les choses prennent sens, un peu quand on prend le temps de les décanter, parce que c'est vrai que. C'est comme ça que je l'entends. Parce qu'au début, c'était un peu confus, pour nous. Là, je pense que. Je pense que si vous voulez la rupture telle que vous la vivez au sein de votre couple, vous fait revivre aussi cette rupture familiale qui a forcément été très douloureuse, parce que sortir de la secte, c'était malheureusement inévitablement pour vous rompre d'une certaine façon avec votre famille, puisque vous étiez celui qui sort de la secte met en péril le groupe sectaire. Oui. Puisqu'il ne peut fonctionner que replié sur lui-même. Donc celui qui en sort est perçu comme un danger. Donc soit on le ramène vers le groupe, soit effectivement l'exclut définitivement et souvent de façon très violente avec, je vous dis, des dénigrements, des menaces, Alors, quand c'est des membres de la famille et vos parents qui sont dedans, c'est l'éloignement, la rupture est d'autant plus douloureuse pour vous, parce que c'était pas comme si vous étiez allé de vous-même seul vers ce mouvement sectaire. Tout à fait. C'est-à-dire que vous n'aviez pas eu le choix étant enfant. Donc là, au fond, je vous disais aussi, vous avez un peu de mal, comme souvent déjà après une séparation, on est tout le temps un peu vulnérable. Enfin, on est beaucoup plus vulnérable. On a tendance à, au lieu de s'écouter soi-même, de demander un peu les avis des autres. Mais là, vous avez aussi été dans un fonctionnement familial très particulier où, au-dessus de la famille, il y avait cette suprastructure qu'est la secte. Oui, on avait toujours une référence obligatoire. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que vos parents ne pensaient pas par eux-mêmes. Ce qui était, voilà. Tout à fait. C'est toujours un verset de la Bible. C'est toujours telle lecture qu'on a lue. C'est écrit. C'est discours. Sans arrêt, ce n'est que ça. Et c'est toujours ce que j'entends les rares fois où on se téléphone maintenant. C'est oui, mais ça, on nous l'a dit. Ça, Sylvie, tu l'as entendu. Ça n'a pas changé. Je dis, mais maman, mais moi, j'ai changé. Je ne suis plus dans cette secte-là. Voilà. Mais ça, Sylvie, vous allez dépenser beaucoup. Elle y est toujours, votre mère. Oh, ben oui. Donc, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, Sylvie, en vain.
Ben oui. Parce que votre mère, elle est toujours là. C'est quelque chose qui la rassure profondément. Complètement. Elle en a besoin. Presque son identité est forgée autour de ça. Si vous lui enlevez ça, elle ne tient pas debout. Elle s'effondre. J'en suis persuadée. Donc, au fond, plus vous lui, ça l'agresse que vous lui parliez de ça. Donc, tout ce que vous pouvez lui dire, effectivement, c'est dire, écoute, moi, bon, on peut parler de, je veux bien parler avec toi, mais parler d'autre chose. Ne me parle pas de ça. Accepte-moi aussi différente. Ça va être très compliqué parce qu'elle va toujours vous ramener à ça. Bah oui, de toute façon, elle l'a pas. Mais à ce moment-là, vous ne relevez pas. Et vous dire, moi, c'est important, évidemment, tu es ma mère, je t'aime, tu comptes pour moi, mais je ne veux pas qu'on parle de ça entre nous. Pour moi, le point de rupture vient d'être fait puisqu'elle m'a affirmé qu'elle ne me reçoit pas, qu'elle recevra le père de mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas supporter. Je ne peux pas le tolérer. Ouais. Elle me renie de cette façon-là, et c'est insultant. Mes enfants, mon deuxième enfant qui a 9 ans est très sensible à ça. Il m'a dit aussitôt, mais nous, avec papa, on va refuser. Et mon grand dit, si on va y aller. Pourquoi, selon vous, elle fait ça ? C'est une façon, parce que lui, c'est même pas qu'il est adepte de ce. Elle connaît son point de vue. Elle connaît le point de vue du père de mes enfants. Elle sait très bien qu'il est anti-religion. Elle connaît son. D'accord. Pourquoi elle fait ça, selon vous ? Est-ce qu'elle tremble parce que on lui parle de plus en plus de cette fin du monde qui est dit dans le dernier livre de la Bible ? Mais pourquoi elle vous finalement il y a comme un désaveu manifeste, et pourquoi elle reçoit votre ex-mari et pas vous ? C'est ça que pourquoi ? Le père de mes enfants vient de me déclarer qu'il est très malade. Il aurait un cancer des poumons. Et en plus, le père de mes enfants est de ma famille. Ça, je vous en avais parlé il y a quelques années en vous téléphonant. Nous sommes consanguins, le père de mes enfants et moi. Donc ma mère est très proche de lui. Le père de vos enfants et de votre famille ? Oui. Donc c'est compliqué. Et elle a fait beaucoup d'efforts pour nous accepter après quelques années qu'on était ensemble, parce qu'elle a vu qu'on était un couple sérieux, entre guillemets. Moi, je l'ai quitté après 16 ans de vie commune, donc oui, c'était quand même sérieux, 16 ans, c'était beaucoup. On a fait 3 enfants en parfaite santé. Mais c'est un cousin ? Non, c'est le frère de ma mère. Frère de votre mère. Ah oui, d'accord, donc il est très lié, oui, d'accord. C'est le tout petit frère de ma mère, quoi. Ma mère est la 6e, et le frère, et c'est le 16e de la famille. Le dernier, le dernier petit frère de ma mère. C'est votre oncle alors ? Voilà, tout à fait. Que je n'ai pas connu quand j'étais enfant, ou si peu. Et voilà, quand je suis tombée dans ses bras. Et pour tout le monde, c'est moi la fautive. Il avait 37 ans quand je suis tombée dans ses bras. Il avait 37 ans, il était marié. Il est tombé fou amoureux de moi. Il a quitté sa femme pour venir avec moi. J'avais 24 ans. 24 ans. Et pour tout le monde, c'est de ma faute, ce qui est arrivé. Et moi, je venais de quitter la secte à ce moment-là. Vous savez, Sylvie, de toute façon, je pense que au-delà de tout ça, c'est vrai que malgré cette histoire très complexe, cet équilibre familial, enfin tout ce qu'on vous a inculqué, moi je vous trouve finalement très bien structuré par rapport à tout ce qu'on vous a, cette espèce de lavage de cerveau, on va appeler les choses comme elles sont. Je pense que j'assume mes choix, je pense. Quitte à choquer certaines personnes. Non, mais au-delà des choix, Sylvie, je pense que maintenant, il est quand même important quand vous me dites, je ne sais pas par quel bout prendre tout ça. Bon, on a un peu démêlé, là, la pelote qui est compliquée. Mais je pense qu'il faut vraiment, là, vous un peu avoir un soutien un peu psychologique. C'est-à-dire quelqu'un d'extérieur, vraiment extérieur. C'est ce que j'avais il y a quelques années, qui m'a menée à la séparation. Une psychothérapeute extraordinaire que je vois rarement, qui me dit heureusement que vous venez nous dire de vos nouvelles. Rares sont les personnes qui viennent donner des nouvelles. Et quand je suis arrivée à la séparation, que je lui ai dit après quelques mois, voilà où j'en suis avec les avocats et autres, et quand je lui ai dit c'est bon, la garde alternée, le drapeau blanc était hissé de part et d'autre, le calme est revenu juridiquement, elle m'a dit mais c'est extraordinaire depuis que je vous connais. Bon, elle me connaît depuis 9 ans maintenant, et j'ai fait un travail extraordinaire avec elle. D'accord, mais est-ce que donc vous allez la revoir là ?
j'ai pas très envie, justement. Mais c'est dommage parce que, oui, mais en même temps, Sylvie, vous m'appelez parce que vous êtes dans une période d'incertitude, de grand désarroi par rapport à l'avenir. C'est bien beau de dire, oui, vous avez beaucoup avancé, certes, mais vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie. Vous croyez que c'est pas le moment d'aller en parler? Oui, mais allez lui en parler. Elle a su vous aider à certains moments, vous avez avancé avec elle. Alors, reprenez. Oui, elle m'a dit qu'elle m'attendait au cas où. Mais eh bien alors, allez-y, la porte est ouverte. J'ai peur d'avoir une béquille. Je me dis, c'est une béquille, il ne faut pas de béquille. Il faut que j'arrive. Non, mais attendez, écoutez. Il y a des béquilles, à un moment on les pose, les béquilles. Mais il y a des moments où on peut les reprendre aussi. Hein, vous revenez d'assez loin. Donc, c'est pas honteux à un moment d'avoir une béquille. Oui. Bon. Vraiment. Et plutôt que d'être perdu et de se noyer comme ça et finalement de se faire du mal à écouter des personnes qui, au fond, vous déprécient et vous enfoncent. Donc, retournez la voir. Surtout que vous dites que c'est quelqu'un avec qui vous avez fait un travail très profitable. Tout à fait. Bon courage, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Caroline. Cœur de pirate, ensemble, des messages qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Pour Sylvie, Brigitte dit mettez toute votre énergie à trouver votre voie, construire votre vie, loin de tous les commentaires et les avis des uns et des autres. Le subversif dit dans une secte, l'adepte est déresponsabilisé au profit de la secte. La secte est sa colonne vertébrale et son horizon. En sortant, il ne peut seul tenir debout. Et puis Georges qui est arrivé un peu tard, qui dit alors comme ça notre grand gourou Fifi les manettes est revenu. Oui, c'est la seule chose que j'ai pu écouter hier avant de m'endormir. Oui, et pourtant hier on a parlé de nos amis routiers, Georges, voilà, et vous avez loupé le retour de Fifi. Il est revenu hier. Alors justement, Georges il dit mais Fifi ne ferait pas partie de la secte de la magnétologie, parce que chez les magnétologues, on doit toujours rester assis, pas bouger le corps, sauf les mains. Et il dit et puis leur sigle, c'est pas un poisson, c'est pas non, c'est un sanglier qui est assis sur une chaise, les pattes avant croisées. Je vois que vous êtes très en forme, hein, mon cher Georges, ce soir. Et Fifi dit voilà. Ça lui manquait en fait. Ça lui manquait en vacances vos blagues. Hein. Et il dit tiens Georges, il est arrivé bien tardivement ce soir. Oui, voilà. Allez, on sait que vous êtes là. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe. Alors je me permettais de vous appeler, tout d'abord pour vous féliciter pour l'émission, puisque ça fait plus d'1 an que nous l'écoutons avec mon épouse, le soir, Merci. pour dormir. Et je ne pensais pas un jour avoir à vous appeler. Et j'utilise les ondes d'Europe 1 simplement pour faire part d'une expérience qui peut servir à tout à chacun. Je vous explique, je suis père de 2 filles, une de 7 ans et une de 4 ans. Je pense être un bon père, ainsi que mon épouse une bonne mère, toujours vigilant auprès des enfants. Et dimanche dernier, donc pour vous situer, nous habitons dans une résidence avec une piscine qui est sécurisée. Dimanche, avec ma plus jeune fille de 4 ans, nous décidons d'aller à la piscine, moi-même, et elle de 4 ans. Elle barbote tranquillement, très bien, elle a ses brassards puisqu'elle ne sait pas nager. Elle est toute calme, elle me dit qu'elle a froid, elle sort de la piscine et elle va se mettre sur un drap pour se réchauffer, pour profiter du soleil. À ce moment-là, ma grande, qui a 7 ans, descend elle aussi, mon épouse étant restée à l'appartement, descend, se met à l'eau, je joue avec elle, et toutes les 2 minutes, je regarde bien entendu vers le drap de bain. Je joue encore, 2 minutes plus tard, je regarde, et là, plus personne. Plus ma fille de 4 ans. Premier réflexe, je regarde partout autour de la piscine pour voir si elle n'était pas là. Elle n'était pas là, et je me suis dit, elle a dû remonter à l'appartement. Puis j'ai eu une intuition, et j'ai regardé, et elle était au fond de la piscine, inanimée. Alors imaginez, bien entendu, l'image que j'ai eue immédiatement, puisque j'étais seul à la piscine, il n'y avait personne de la copropriété. Je nage rapidement, je vais au fond, je prends son petit corps et elle ne respirait plus. Elle était grise, les lèvres violettes. Et là, heureusement, il y a quelques années, j'ai suivi des gestes de premier secours à la Croix-Rouge. J'ai fait un
cycle de recyclage. Et je me rappelle à peu près ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire stimuler, faire une bouche à bouche, taper dans le dos. Premier geste, rien. Et deuxième geste, elle revient à elle. Et elle vomit toute l'eau qu'elle a. Automatiquement, je crie, j'appelle mon épouse qui est à l'appartement, qui sort, je dis appelle le SAMU. Mon épouse ne voyait pas vraiment pourquoi, puisque ma fille était sur le rebord. Elle respirait, mon autre fille, elle, était en panique. Et donc ensuite nous appelons le SAMU arrive, prend en charge ma petite qui était en état de choc, qui était hospitalisée hospitalisée 5 heures, puisqu'au bout de 3 heures d'état de choc, ma petite a demandé d'aller aux toilettes, et après qu'elle soit allée aux toilettes, elle courait partout dans les couloirs de l'hôpital. Ah oui. Les enfants ont une faculté de réparation. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et tout ça pour dire que, vous savez, en plus, pour ma fille de 4 ans, c'est quelqu'un qui est extrêmement sage. C'est quelqu'un qui est extrêmement calme. Et elle n'a pas sauté dans l'eau. Elle a simplement descendu l'échelle au bout de la piscine et elle croyait qu'elle avait ses brassards. Et une fille de 4 ans, eh bien, ça coule à pic. Ça coule à pic, ça n'a pas assez de force, si vous voulez, pour se débattre et pour appeler. Et elle, le souvenir qu'elle a, c'est qu'elle me disait, je ne comprenais pas pourquoi je ne suis pas remontée avec mes brassards. Voilà. Et je veux dire, je comprends qu'on puisse dire, quand on parle de noyade, les parents sont irresponsables et autres. C'est vrai que moi, dans la piscine de résidence, je vois des mères de famille, des pères de famille qui sortent de l'enceinte de la piscine pour aller fumer leurs cigarettes, tout en laissant des enfants jeunes avec des brassards dans la grande piscine. Ça, c'est irresponsable. Je ne pense pas que avoir détaché mes yeux plus d'une minute de ma fille n'était responsable. Donc, attention à tous les parents. Soyez extrêmement vigilants. Un enfant a une mobilité de se déplacer extrêmement vite. Et le SAMU a dit, il s'en est fallu de 10-15 secondes. Je veux dire, je sais pas, j'aurais continué à jouer avec ma fille. Mon autre fille, ma petite, n'aurait pas été récupérée. Oui, puis heureusement que vous connaissiez les gestes de premier secours. Exactement, et ça c'était mon parce que ça aussi ça change tout, parce que et que vous avez eu déjà les connaître et puis pouvoir les mettre en œuvre, parce que parfois les connaître et puis mais dans une situation comme ça aussi grave et d'extrême urgence, pouvoir les appliquer, parce que parfois on peut savoir et perdre les pédales, comme on dit familièrement. Oui, mais je pense que vis-à-vis d'un accident de voiture ou autre, je pense qu'on peut perdre les pédales, mais là on a un réflexe. Oui. C'est incroyable, mais c'est ce que j'ai réalisé. On a un réflexe. On a un réflexe déjà de stimuler, de taper, de réveiller l'enfant. On se dit pas, tiens, on m'a appris qu'il fallait d'abord prendre le pouls et tout. Certes, j'ai pas tout fait ce qu'on m'a appris. J'ai paru au plus urgent. Et ça, c'est quelque chose que j'insiste pour tous vos éditeurs. Parlez-en autour de vous. Si vous êtes des parents avec des jeunes enfants, allez prendre une formation au premier secours. Ça ne coûte quasiment rien. C'est 1 journée et demie de votre week-end sur 1 an. Mais au moins, un jour, qui sait, vous aurez peut-être besoin de l'utiliser pour vos enfants ou l'utiliser pour d'autres personnes. J'insiste. Moi, quand j'ai fait ma formation au premier secours, je me suis bien concentré sur la partie adulte, un tout petit peu sur les enfants, parce que c'est vrai que j'en avais un. Je me suis dit, ça n'arrivera jamais, je vais faire une noyade, voilà. Attention à ça. Et je pense que, je ne sais pas si parmi votre émission, il y a des ministres qui écoutent, mais voilà une idée, par exemple. Une femme qui est en arrêt, en maternité, qui s'apprête à accoucher, elle est généralement absente du travail 3 semaines avant son accouchement. Eh bien, pourquoi pas offrir à toutes les jeunes mamans, futures mamans, des gestes de premier secours. Oui. Voilà. Quand on sait tous les accidents, effectivement, qui peuvent survenir à la maison, domestique et autres, oui. Oui. Et une personne du SAMU... Et pour tout le monde, d'ailleurs. On devrait tous, c'est vrai, suivre des cours de secourisme, parce que ça peut être utile. C'est pas que ça peut, on devrait tous au moins savoir l'essentiel. Le jeune secouriste, pardon, oui.
Oui, la personne du SAMU, à qui d'ailleurs je tiens à remercier de leur action, puisqu'ils sont arrivés en moins de 5 minutes. Mais 5 minutes, vous savez, ça paraît très long. Très, très long. Mais là, oui. Ils se sont très bien occupés de ma fille, enfin de mes 2 filles, puisque l'autre était aussi en état de choc, ayant été témoin de la scène. La personne du SAMU me disait qu'ils avaient dû intervenir l'année dernière sur une personne qui avait sorti son enfant de l'eau, qui était inanimé, et qui n'a pratiqué aucun geste de secours, si ce n'est le poser à côté de la piscine pour appeler le SAMU. Et là, ils ont concrètement perdu 3 minutes vitales. L'enfant maintenant est, je sais pas, paraplégique, Mais je oui. ne sais quoi. Enfin, Mais oui, malheureusement. attention à Le ça. cerveau a manqué oui. d'oxygène pendant. Oui. Ah. Oui, il n'a pas eu le réflexe de pouvoir, au moins. C'est vrai que j'en parle maintenant très facilement. J'ai pas été en état de choc tout de suite. Oui, j'allais vous dire comment ça va, vous, parce que avoir revu votre fille dans cet état et... Lundi, c'était extrêmement dur. Mais depuis lundi, elle est folle de vie, elle vit encore. Et mon épouse me disait, tu ne devrais pas parler autant parce que on va te considérer comme un père indigne. Non, je pense que justement, nous, ça s'est bien passé. Et parce que je connaissais les gestes qui sauvent, et également, on a une fille qui est sage et qui a respecté en tout point ce qu'on lui a dit, ne jamais courir, descendre par l'échelle, mais elle avait oublié ses brassards. Et attention à ça. Merci de ce témoignage, Philippe, d'alerter tous les parents, parce que c'est vrai que c'est l'été, les enfants en jouent, et pour que ces jeux ne virent pas au drame. Embrassez très fort votre petite fille pour nous. Je n'y manquerai pas. Bonne soirée à vous. Merci Philippe. Barry White, Let the Music Play. Ah, ça vous plaît, ça, hein, le subversif me dit lorsque le velours de Stantor de Barry retentit dans le cœur de la nuit. Les corps s'animent. First Lisa dit quelle voix sexy. Georges me dit vous dansez, Caroline? Non. Bah oui, c'est comme d'habitude, quoi. Bah oui, je peux pas tout faire, mon cher Georges. Et puis Bubule m'envoie, non, c'est Sébastien d'Alençon qui me dit les gestes de premier secours devraient être appris obligatoirement dans tous les lycées. On nous demande bien le certificat d'appel à la défense pour passer le bac. Quelqu'un me dit aussi, ma fille a eu le même problème avec mon petit-fils. Elle a répondu au téléphone. Il s'est noyé dans la baignoire et il a été sauvé de peu. Ça peut arriver même dans les baignoires, oui. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, j'avais appelé tout à l'heure à propos de Benji et de sa peur en avion. Et de la sapeur en avion, oui. En avion. Parce que j'ai eu un peu la même chose. Alors ça va beaucoup mieux, grâce notamment à la plus grande compagnie française. Elle est à l'honneur ce soir. Elle est à l'honneur ce soir, oui, tout à fait. En fait, moi j'ai commencé à avoir peur en avion. J'avais pas du tout peur quand j'étais plus jeune. Et puis un jour, en prenant l'avion, il y a eu un trou d'air. Et en fait, ça m'a complètement paniquée. Et à partir de là, j'ai pas arrêté d'avoir peur en avion. Pas de bol pour moi, c'était au tout début de ma carrière, entre guillemets, de ma profession, et qui m'amenait à prendre régulièrement l'avion. Oui. Et du coup, j'ai pris des petits avions de 10 places, 12 places, jusqu'à des Airbus, des gros avions, et c'est vrai que c'était pas forcément évident. Alors du coup, je voulais lui donner des petits conseils, parce qu'avant, peut-être, alors bien évidemment, il y a en effet ce stage qui, pour moi, m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Parce que c'est vrai qu'on nous y explique beaucoup de choses dedans, on arrive à matérialiser un petit peu nos peurs, à exprimer ce qu'on ressent, des gens sont à l'écoute. D'accord. Et puis ils nous expliquent exactement comment ça se passe. Alors c'est vrai que c'est pas non plus un cours d'aéronautique, et puis je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, parce que de toute façon, c'est pas le but. Oui. Alors ça, on en a déjà pas mal parlé du stage, donc qu'est-ce que peut-être comme autre conseil, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors très simplement, moi pendant quelques temps, voilà, je me suis un peu shootée, à savoir que quand j'avais des moyens courriers, je prenais juste un petit calmant, histoire de me détendre. Oui. Et c'est vrai que du coup, ça permet de passer le vol. Oui. Sur un long courrier, je prenais un somnifère, comme ça, voilà, au moins je dors pendant 7 heures, et puis voilà, le vol se passe, et puis on se réveille quand on atterrit, donc finalement, ça permet quand même de passer vraiment du temps tranquillement. Après, c'est vrai qu'il y a des petits exercices, sinon, alors, il y a bien évidemment le stage qui permet de vraiment s'améliorer. Après, il y a des petits exercices de détente, de relaxation qu'on peut faire.
Et puis en effet l'équipage qui est là pour ça aussi et qui peut vraiment nous aider. Moi j'ai un autre ami qui est pareil, qui est paniqué et qui régulièrement, à peine il est rentré dans l'avion, va se présenter à l'hôtesse en disant voilà j'ai peur. Aidez-moi s'il vous plaît. Et en général, ils sont très très sympas et ils sont vraiment accueillants. Et quelle que soit la compagnie, c'est pas. C'est vrai que j'avais jamais pensé, à cette idée de finalement de le faire. C'est ce que disait François au fond, d'aller. Alors je me dis, il y en a ils vont être débordés les prochaines fois. Tous les auditeurs d'Europe 1 qui ont peur, qui vont prendre des vols les prochaines semaines, ils vont se présenter en disant s'il vous plaît, j'ai peur. Je suis auditeur d'Europe 1. Prenez-moi par la main. Amenez-moi dans le cockpit et voilà. C'est vrai qu'ils sont prêts à le faire. De moi, chouchoutez-moi. Ils voient de toute façon en général les gens qui ne vont pas et voilà. En général, ils sont attentifs, oui. Ils sont assez attentifs et puis voilà. Et puis après. Après, bien évidemment, si on a les moyens, c'est vrai que même si j'ai de moins en moins peur, c'est vrai que je prends des compagnies dont je suis à peu près sûre. Il vaut mieux, c'est clair qu'il vaut mieux. Alors, il y a finalement une autre solution, c'est peut-être d'amener les enfants, les habituer très tôt, parce qu'on a eu un témoignage à ce sujet. La jeune femme qui a pris, elle avait 10 jours, 30 jours, je sais plus, à Buenos Aires. Et il y a Bubule qui dit j'étais habituée à l'avion depuis que je suis toute petite et je n'ai jamais eu peur, nous dit Bubule. Alors elle dit courage à Benji et à tous ceux qui ont peur. Merci beaucoup Marie. Il y a moyen d'aider. Et merci pour ce témoignage rassurant. Je vous embrasse, au revoir. Macy Gray, Beauty in the World. Je voudrais dire toutes mes félicitations aux étudiants du Master de droit privé général de Paris 2. Souvent à écoute pendant les heures de révision. Eh bien, les résultats sont tombés aujourd'hui. Ils sont tous reçus. Bravo à vous tous. Qui voulait dire un bonsoir à tous les fidèles auditeurs, Sergio, Georges et tous les autres, ainsi que le subversif. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouvera demain dès 23h. Notez-le bien. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. 2 heures passées de 30 secondes.